Samedi 13 juillet 2019, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. Le 21e sommet de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, se tenait ce vendredi à Abidjan. Cette 21e conférence s'est ouverte en présence des présidents Alassane Ouattara, Macky Sall, Roch Marc Christian Kaboré, Ibrahim Boubacar Keïta, Faure Gnassingbé, Patrice Talon, Mahamadou Issoufou et du Premier ministre de la Guinée-Bissau, Aristide Gomes. Viviane Haïmé revient pour nous sur les temps forts de cette rencontre. Après le dernier sommet tenu en juillet 2018 à Lomé au Togo, les chefs d'État de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, se sont retrouvés ce 12 juillet 2019 pour faire l'état de la marche de l'Union au cours de l'année écoulée, sur le plan politique, économique, monétaire et au plan du processus d'intégration. Ce 21e sommet des chefs d'État qui a choisi de se tenir à Abidjan a enregistré la présence de tous les chefs d'État de l'UEMOA. Le Premier ministre bissau-guinéen Aristide Gomes représentait son pays. Entouré de ses pairs qui l'ont investi de leur confiance en le portant à la tête de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine le 8 janvier 2016, avec pour mission d'engager des réformes nécessaires pour redynamiser l'Union, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, au terme de 3 ans de mandat, peut être fier des avancées réalisées. Le processus d'intégration régionale enregistre des avancées encourageantes dans notre espace communautaire. L'activité économique est restée dynamique au sein de l'Union au cours de l'année 2018. Pour la 7e année consécutive, le taux de croissance économique de l'Union s'est situé largement au-dessus de la barre de 6%, s'élevant à 6,6% pour 2018, même niveau enregistré en 2017. La BCEAO a, au cours de l'année, renforcer ses actions en faveur de la diversification des produits et des mécanismes de financement des économies de l'Union. La Banque centrale a également œuvré pour la consolidation de la stabilité financière dans l'Union. L'UEMOA enregistre aussi des avancées au plan de l'organisation d'élections démocratiques et transparentes, a salué le président en exercice, rassurant aussi ses pairs sur l'échéance électorale de 2020 en Côte d'Ivoire. Au plan politique, une élection présidentielle s'est tenue au Sénégal, ainsi que des législatives au Togo, en Guinée-Bissau et au Bénin. Je salue le bon déroulement de ce scrutin qui traduit une fois de plus la maturité des acteurs politiques et l'enracinement de la démocratie dans nos États. Je saisis cette occasion pour adresser au nom de tous les chefs d'État de notre Union nos vives félicitations au président Macky Sall pour sa brillante réélection à la tête du Sénégal. Bravo Macky. Je suis persuadé que les échéances électorales prévues en 2020 dans d'autres pays de notre espace communautaire se tiendront également dans un climat apaisé, propice à la préservation de la paix et de la cohésion sociale, facteur essentiel d'un développement inclusif et durable. L'UEMOA est désormais sur une bonne lancée, a affirmé le chef de l'État ivoirien. Reste cependant la question sécuritaire. Je me félicite des bonnes performances enregistrées par l'UEMOA ces dernières années. Cette résilience résulte de la bonne qualité des politiques conduites par le gouvernement de nos États et par les organes et institutions communautaires. Pour les années à venir, les perspectives sont tout aussi favorables. S'agissant du processus d'intégration de l'Union, des avancées significatives sont enregistrées, notamment dans le domaine de la gestion macroéconomique, de la convergence économique, de l'approfondissement du marché commun, du renforcement des infrastructures et de la mise en œuvre des politiques sectorielles. La consolidation des importants progrès économiques et sociaux accomplis par l'UEMOA au cours de ces dernières années nécessite la préservation d'un climat social stable et apaisé, ainsi que l'amélioration de la situation sécuritaire. Les discours sur l'état de l'Union ont laissé place à une séance de travail à huis clos des chefs d'État.
La question sécuritaire a occupé une fois de plus une place centrale dans leur concertation. Ces assises qui se sont ouvertes en présence de 7 chefs d'État sur 8 que compte cette organisation ont procédé à l'examen de plusieurs rapports, dont celui sur l'état de l'Union en 2018. Le communiqué final qui a sanctionné les travaux a mentionné plusieurs résolutions prises à l'occasion de cette 21e session. L'accent a surtout été mis sur la situation sécuritaire qui gangrène les économies des différents pays. Je vous propose d'écouter la réaction du président de la commission de l'UEMOA. La conférence note que la crise sécuritaire affecte négativement les performances des États membres en matière de convergence macroéconomique. À cet égard, les chefs d'État et de gouvernement exhortent les États membres à prendre les mesures indispensables à l'atteinte des objectifs fixés par le pacte de convergence à l'horizon 2019. S'agissant de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires, la conférence se félicite des progrès réalisés par les États de l'Union avec un taux global de mise en œuvre des réformes de 69% en 2018 contre 62% en 2017. Elle encourage la Commission à poursuivre ses actions en vue de l'atteinte des objectifs assignés. La conférence se réjouit du lancement du dispositif de soutien au financement des PME-PMI de l'Union. La conférence prend acte de la création au sein de la Banque centrale d'un comité de politique macro-prudentielle chargé de la définition et de la mise en œuvre opérationnelle de cette politique à travers la détection, l'évaluation, la gestion et la maîtrise du risque systémique. Parlons à présent de cette initiative du PS-Gouv, le programme social du gouvernement qui vise d'ici à 2020 l'électrification de toutes les localités de la Côte d'Ivoire ayant au moins 500 habitants. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste a procédé à la mise sous tension du village de Djamalabo dans la région du Morono. Selon Claude Isaac D, ce raccordement au réseau électrique national va sortir ce village de l'obscurité. On fait le point avec Godefroy Okambawa. Djamalabo, un village aux habitudes calmes à la tombée de la nuit, verra désormais sa quiétude troublée de la plus belle des manières. Cette localité située dans la sous-préfecture de Timélékro, région du Moronou, est restée longtemps dans l'obscurité. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'écrit pour les populations. Claude Isaac D, ministre de l'économie numérique et de la Poste, vient de raccorder ce village au réseau électrique national. L'électricité aussi est au départ de tout développement. Et je suis convaincu qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'exode rural. Tous nos frères, tous nos enfants resteront au village. Depuis plus de 30 ans, nous attendions ce jour, cet événement heureux. Et aujourd'hui, c'est comme si la région, les villages renaissaient. Car avoir l'électricité en plein temps, ça participe au développement. Pour l'émissaire du gouvernement, l'ensemble des 3 départements de la région du Moronou, Ara, Bongouanou et Mbato seront électrifiés avant la fin de 2020. Des travaux d'électrification qui s'inscrivent dans le programme social du gouvernement. Dans le cadre du programme social du gouvernement, l'État a décidé pour 2019 et 2020 de prendre en charge 400 000 familles au niveau de l'abonnement, du premier abonnement. C'est 1 000 francs à payer dès le début. Ça marque aussi pour les populations quelque chose d'important. Ils pourront accéder, ça pourra changer la vie au niveau même de conditions d'alimentation pour les enfants aussi, au niveau de l'école. Ils pourront étudier le soir, ils pourront aussi mettre la télévision comme ils le font pour pouvoir voir d'autres choses. Donc aujourd'hui, nous mettons sous tension 3 villages. Mais en fait, c'est une série de villages qui seront pris en compte d'ici 2020. À ce jour, 89 localités sur les 114 que compte la région du Moronou sont électrifiées, soit un taux de couverture de plus de 78%. Grâce à l'électricité, les populations de Djamalabo pourront désormais exercer des activités génératrices de revenus. Un pas
qui annonce sûrement un nouveau départ pour le développement de cette localité estimée à près de 1000 habitants. Je vous invite à présent à mettre le cap hors de la Côte d'Ivoire. Fraîchement inauguré, Tanger Med 2 doit tripler la capacité en conteneurs du port marocain. Un port qui s'est imposé comme un passage obligé dans le détroit de Gibraltar avec un trafic prévisionnel de 120 millions de tonnes de marchandises. Les autorités portuaires marocaines envisagent d'accroître le volume des échanges commerciaux avec les ports ivoiriens, notamment le port d'Abidjan. Envoyé spécial à Tanger au Maroc, Lanciné Bakayoko. À travers ce complexe portuaire, désormais le plus grand d'Afrique en volume de conteneurs, l'ambition des dirigeants marocains est de faire de Tanger un hub maritime. Situé non loin du détroit de Gibraltar en face des côtes espagnoles, desservant 86 ports dans 77 pays, sa position stratégique lui donne de solides arguments. Il sera à la capacité du port à 9 millions de VP, ce qui positionne le port à être la première plateforme en Méditerranée en termes de capacité conteneur. Le parc industriel adossé au complexe portuaire en zone franche compte 915 entreprises et 70 000 employés, tournés principalement vers la transformation de produits destinés à divers marchés. Mais le secteur automobile représente l'un des principaux leviers de développement. En 2017, plus de 300 000 voitures ont été exportées via le terminal spécialement dédié aux véhicules. On a 2 terminaux à véhicules. On a un premier terminal à véhicules qui est dédié uniquement et exclusivement à l'activité des véhicules qui sont soit en exportation issue des usines marocaines ou bien en importation vers le marché local. Et il y a un deuxième terminal qui est le terminal multi-utilisateur qui est principalement dédié à l'activité de transbordement de part et d'autre des véhicules construits dans des pays et destinés à d'autres pays autres que le Maroc. Au niveau technologique, les terminaux sont équipés de moyens ultra-modernes. À titre d'exemple, pour charger des bateaux qui peuvent embarquer jusqu'à 20 000 conteneurs, ce grutier ne monte plus dans les portiques. Les engins sont pilotés à distance depuis un bureau et fonctionnent grâce à un système de reconnaissance optique. Avec la Côte d'Ivoire, les relations ne seront pas nécessairement concurrentielles. La Côte d'Ivoire pèse plus que 125 000 conteneurs par an qu'on échange. Alors un conteneur, c'est une moyenne de 10 tonnes. Ça fait quand même pas loin d'1,5 million de tonnes de marchandises qui s'échangent à travers le transit de Tanger Med. Beaucoup d'armateurs qu'on a encouragés à toucher la Côte d'Ivoire pour que les prix de transport baissent. Et nous sommes dans le partage. En 2018, le port de Tanger a traité 52 millions de tonnes de marchandises. D'après sa direction, à partir de l'exercice en cours, ce trafic manutentionné pourrait atteindre annuellement les 120 millions de tonnes. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué. Le ministre des Sports porte à la connaissance des autorités politiques, administratives et de la population que l'équipe nationale de football, qui a vaillamment représenté la Côte d'Ivoire lors de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations d'Égypte 2019, va regagner Abidjan ce samedi 13 juillet 2019 à 16h GMT à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. À cette occasion, le ministre invite l'ensemble de la population à réserver un accueil chaleureux aux éléphants footballeurs afin de leur manifester les encouragements de la nation. L'accueil se fera à l'espace Jeddah. Nous y sommes tous attendus à 13h, signé le ministre des Sports et par intérim le ministre de la Ville, François-Albert Amicha. Pour maintenir la paix et la cohésion sociale, des organisations non gouvernementales interpellent toutes les couches de la société ivoirienne. Les premiers responsables de la Fédération pour la paix universelle et la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification appellent à agir pour l'apaisement. C'est un reportage de Christelle Bédéga avec le commentaire de Grace Kando. Le président de la Fédération pour la paix universelle invite hommes politiques, leaders d'opinion, guides religieux et chefs traditionnels à être des artisans de paix. C'est de la paix que nous avons surtout besoin. Et cette paix ne s'acquiert pas sur un coup de baguette magique. Il s'agit de la construire patiemment en s'appuyant sur des valeurs essentielles.
tels que la justice, la liberté, la solidarité, la tolérance, le respect de l'autre, l'équité, l'amour fraternel et l'amour pour son pays. À cette occasion, 10 personnalités ont été élevées au rang d'ambassadeurs de paix pour leurs différentes actions. On se bat pour le bien-être de notre pays. Donc si on se bat pour le bien-être de notre pays, on ne peut pas se déchirer. Tout le monde veut du bonheur. Pour avoir le bonheur, on ne va pas se battre pour pouvoir l'obtenir. Il suffit de sourire, il suffit de parler, il suffit de dire un mot gentil pour que la paix revienne. Créée en septembre 2015, la Fédération pour la paix universelle œuvre pour la promotion de la cohésion sociale et le développement. Elle compte à ce jour 4 917 ambassadeurs de paix. Et cet autre communiqué de la Direction générale des cultes, le directeur général des cultes informe l'opinion publique que dans le cadre du Hajj 2019, les vols charters au départ d'Abidjan pour Médine s'effectueront du 15 au 22 juillet 2019. Les 5 vols réguliers prévus cette année auront lieu du 21 au 26 juillet 2019. S'agissant des pèlerins des opérateurs privés, les premiers départs auront lieu le 18 juillet 2019. Le directeur général des cultes tient à rassurer tous les candidats pèlerins régulièrement inscrits que toutes les dispositions sont prises en rapport avec le commissariat du Hajj pour que leur voyage en Terre Sainte se déroule dans les meilleures conditions possibles. Fait à Abidjan le vendredi 12 juillet 2019, signé Messamba Bamba. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce chapitre d'information sur RTI 1. En Somalie, au moins 6 personnes ont été tuées et plus de 50 autres blessées vendredi soir lors de l'attaque terroriste dans un hôtel populaire à Kismayo, une ville située dans le sud du pays. Un porte-parole des forces de sécurité locales du Jubaland a dit que les militants armés ont pris d'assaut l'hôtel après avoir fait exploser un véhicule piégé à l'entrée du réceptif. L'hôtel ciblé est fréquenté par des parlementaires et des ministres somaliens. Le groupe islamiste Al-Shabaab a revendiqué l'attaque qui a enregistré la mort de 2 journalistes. Et puis au Burkina Faso, au moins 5 bases terroristes ont été détruites et de nombreux terroristes neutralisés depuis l'instauration en janvier dernier de l'état d'urgence dans les régions confrontées aux attaques terroristes. Selon le bilan établi par les autorités en charge de la sécurité de janvier à juillet 2019, les forces de défense et de sécurité ont mené 4 grandes opérations de ratissage, des opérations qui se sont soldées par le démantèlement de 5 bases terroristes avec de nombreux terroristes neutralisés et 110 personnes déférées au parquet du tribunal militaire. Au total, 22 écoles fermées dans des zones d'insécurité ont été rouvertes. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce point d'information sur RTI 1, un journal que vous pourrez retrouver en intégralité sur le www.rti.ci. Je vous retrouve demain dimanche à 6h30.